Hello! On se retrouve aujourd'hui du coup pour le bilan culturel du mois. Il y a pas mal de petits sujets dont j'ai envie de vous parler, donc c'est parti! La première chose dont je voulais parler avec vous, ce sont finalement les formats de deux vidéos que je fais assez régulièrement sur la chaîne, ce sont les bilans et les pales. Pourquoi? Tout simplement parce que les pales, je me rends compte quand même que j'en fais tous les mois et que c'est extrêmement rare que je suive vraiment la ligne directrice que je m'étais donnée à travers les pales. Et du coup, je voulais savoir si pour vous c'était un peu frustrant, potentiellement, d'avoir cette espèce d'annonce de lecture en début de mois et de vous rendre compte qu'en fin de mois, finalement, j'avais pas du tout lu ce que j'avais proposé. Donc ça, donnez-moi votre avis sur ce sujet parce que vraiment, je fais avant tout ces vidéos pour vous, donc j'ai envie qu'elles vous plaisent et que vous les trouviez intéressantes. Et si finalement, on se dit, je vous présente plein de livres que je ne lis pas dans le mois, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc je me suis posé la question typiquement de ne peut-être garder que les pioches, donc c'est-à-dire les lectures mystères que je pioche là dans ma petite boîte en début de mois, qui sont donc les livres que je me donne un petit peu comme obligation d'avoir lu pendant le mois qui vient, et puis pour le reste, plutôt de me laisser porter et vous les présenter finalement dans les bilans. Donc ça c'est le premier point sur lequel j'aimerais avoir votre avis. Le deuxième point, c'est justement par rapport au bilan. Aujourd'hui, moi j'aime bien faire des bilans qui sont un petit peu plus culturels. J'ai envie de vous parler voilà, de la culture de façon un peu étendue sur cette chaîne. Que ça soit, je sais pas, des médias que j'ai rencontrés pendant le mois, des séries, des films, pourquoi pas aussi parler d'art et d'exposition si je vais à certaines expositions à Paris que je trouve hyper intéressantes. Et j'ai un peu peur que ça fasse beaucoup. D'ailleurs, les bilans aujourd'hui sont quand même des vidéos qui sont assez longues. En général, je lis entre 8 et 12 livres par mois. Donc on peut avoir en fait des vidéos qui font jusqu'à 1 heure. Donc la question que je me suis posée, parce que concrètement, je ne vais pas vous parler moins d'un livre, je vais pas passer à un espèce de format où en fait je vous passe 35 à 45 secondes sur un livre pour vous donner mon avis, parce que je pense que ça n'aura absolument aucun intérêt, ni pour moi, ni pour vous. Mais plutôt peut-être de dire, ok, je vais changer le format de telle sorte que tous les 5 livres, je vous fais un bilan. Comme ça, vous avez une vidéo qui, normalement, devrait tourner autour de 30 minutes maximum, et voilà, ça vous fait moins attendre les bilans, puisqu'il semblerait que ce soit aussi une des vidéos qui vous plaisent le plus sur la chaîne. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Pour tout ce qui est culturel un peu étendu, il y a aussi la possibilité de faire une vidéo un peu spécifique, et pareil, quand j'ai 3, 4, 5 choses à vous présenter que je trouve assez sympa, et bien alors je déclenche du coup une vidéo bilan culturel où je vous parle de ces quelques éléments. Donc ça aurait moins ce côté, vous voyez, la fin de mois arrive, il faut faire le bilan. Je pense qu'aussi au niveau de des lectures, pour moi, ça peut être un tout petit peu plus intéressant parce que ça m'évitera d'avoir un peu ce stress en fin de mois en me disant « Oh là là, je vais pas commencer un livre un peu gros parce que la fin du mois arrive et je pourrais pas l'inclure dans le bilan. » Donc voilà, c'est un petit peu les réflexions que je me suis faites. Désolée pour cette introduction un petit peu blabla, mais c'est hyper important pour moi d'avoir votre avis, donc si vous pouvez me le donner en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà. Sur ce, on va commencer ce bilan parce que comme je le mentionnais, il va déjà être extrêmement long, donc on ne perd pas de temps. Du coup, on va commencer par parler finalement des lectures mystères. Donc vous savez, ces pioches que j'avais fait. Donc il y avait 5 livres que j'avais piochés, dont 2 qui étaient en anglais, et on va commencer par ces derniers. Pourquoi? Tout simplement parce que ça m'a vraiment, ça m'a vraiment confirmé cette envie que j'avais de moins lire en anglais, de plus me concentrer en tout cas sur mes lectures françaises, et pourquoi? Tout simplement parce que même quand je rencontre des histoires qui sont un petit peu sympas, si vraiment je suis pas hypée tout de suite, je ne suis pas accrochée tout de suite dans l'histoire, je me rends compte que j'ai pas tellement envie d'y retourner, et je pense que c'est un élément assez important quand même dans mon envie de lire des choses qui me correspondent plus, qui me font plus envie, et qui seront donc beaucoup plus intéressantes pour vous aussi à écouter. Donc, en ce qui concerne The Afterlife of Holly Chase de Cynthia Hand, c'était un livre, vous savez, où c'était une espèce de réécriture de Charles Dickens' Christmas Carol, donc vous savez, l'histoire avec les fantômes passés, présents, futurs, etc., qui visitent une personne qui est un peu détestable, et qui aurait bien besoin de changer. Et donc, dans cette histoire-là, on était un peu dans une réécriture, enfin, un petit peu parce que ça part très très vite en cacahuète, puisqu'on va suivre du coup une jeune fille qui s'appelle du coup Holly, qui est absolument détestable, c'est une adolescente qui a vécu tout un tas d'éléments dans sa vie qui certainement expliquent un petit peu son comportement, mais au début c'est pas forcément hyper limpide. Elle va recevoir la visite d'un fantôme des Noëls passés, et elle va s'en foutre complet en fait. Et donc elle va réfuter complètement le fait qu'elle doive changer. En plus, elle est en train un peu de se dire que c'est certainement un truc qu'elle a rêvé, donc ça ne l'intéresse pas. Excusez-moi. Et donc, Holly va mourir.
comme on lui avait prédit, et elle va un peu ressusciter en fantôme des Noëls passés. Et donc elle-même va devoir aller hanter des gens qui sont détestables pour les faire changer et tout. Si vous voulez, je pense que c'est un livre qui peut être hyper sympa, donc moi j'ai lu les 3 premiers chapitres pour vraiment me faire une idée. Je pense que c'est un livre qui peut vraiment être cool. Il aurait été traduit en français, je l'aurais peut-être lu, et je dis peut-être, tout simplement parce que c'est quand même très young adulte. Donc on est vraiment dans des thèmes où il va y avoir ce côté un petit peu rédemption. Alors rédemption de la part de Holly envers son père, envers sa meilleure amie avec laquelle elle a eu un comportement détestable, peut-être une petite romance entre deux, elle va avoir une assistante en fait en tant que fantôme, et pareil, elle la traite hyper mal, donc voilà, et on sent que ce qu'on va suivre finalement, c'est le changement de caractère, l'évolution de la personnalité de Holly à travers ce livre-là. Et je pense que c'était pas forcément ce pourquoi j'étais venue. J'étais pas partie en fait pour rentrer dans une histoire avec un personnage aussi jeune, et du coup, ça m'a pas forcément donné envie de continuer. Je pense que c'est très mignon. Très honnêtement, si un jour j'ai envie à nouveau de lire en anglais, je pense que ça me fera très plaisir de le prendre. Et je le garde dans ma bibliothèque pour mes filles, parce que pareil, si à un moment donné elles ont envie de lire en anglais, c'est le genre d'histoire qui, je pense, peut être assez sympa. Je suivrai néanmoins de près les parutions de Cynthia Hand, parce que j'ai bien aimé sa plume, j'ai bien aimé son style, j'ai trouvé que c'était assez vif, assez acéré, c'était assez droit au but. C'était très humoristique, et donc du coup je me suis dit, bah franchement, si elle publie des choses un petit peu plus adultes, ça peut vraiment être le genre d'écriture qui me plaît, donc voilà. C'est pas du tout un DNF de type « Oh, au secours, c'était horrible, j'en peux plus, arrêter avec ce livre », c'est plutôt, voilà, je pense que c'est pas le livre qui est forcément fait pour moi. Néanmoins, il reste chez moi dans ma bibliothèque, mais il ne sera plus dans la palle. Pour Pay Back the Witch, on est sur quelque chose qui est un petit peu similaire. Je vous avouerai que je me suis beaucoup posé la question à savoir si je le lisais pas, je le gardais pas. Il y a eu un peu une espèce de fainéantise intellectuelle, je vous cache pas, parce que là c'est vraiment l'anglais qui m'a empêché de continuer, parce que l'histoire en elle-même est très mignonne, et c'est tout à fait le genre de choses qui pourrait me plaire. Donc c'est un petit peu dommage. Là, dans cette histoire qui est écrite du coup par Lana Harper, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Amy, qui fait partie d'une famille de sorcières. Donc ils habitent en fait dans un espèce de village où il y a des grandes familles de sorcières. Elle fait partie d'une de ces grandes familles, même si a priori c'est la famille la moins prestigieuse, qui fait le moins de sorts incroyables, etc. Et Amy, on sait pas trop pourquoi, elle a décidé de rejeter complètement la magie de sa vie, et en fait elle est sortie de son village pour aller vivre sa vie dans une autre ville. Quand on sort du village, qu'on s'éloigne finalement de cette espèce de coven, on va dire, les pouvoirs diminuent. Amy, elle va revenir dans sa famille pour un événement très spécial qui arrive dans son village tous les 50 ou 75 ans, je sais plus, où en fait on va déterminer quelle va être la famille de sorcières un petit peu en charge de devoir, voilà, tenir un peu le livre sacré, d'être un petit peu celle qui va donner les directives finalement pour l'ensemble de la communauté. Et donc c'est une espèce de compétition, et il s'avère que la famille de Amy est souvent en fait un peu la personne qui doit juger cette compétition-là pour justement décider qui va être la famille en charge. Donc vous l'aurez compris, la famille d'Amy n'est jamais en charge. Donc voilà, donc dans cette histoire-là, ce que moi j'ai bien aimé sur les 3 premiers chapitres que j'ai lus, c'est vraiment ce côté un peu cosy qu'on va retrouver. Donc si vous aimez tout ce qui est cosy fantasy, il y a vraiment ce côté petit village un peu anglais, avec la mention beaucoup de fleurs, la mention beaucoup de nature, le côté un petit peu tout le monde se connaît, donc ce côté très small town. Et ça j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très bien fait par l'autrice. Après, comme je vous le dis, moi c'est vraiment de la fainéantise, c'est-à-dire que vraiment le fait que ce soit en anglais, j'avais pas envie de faire cet effort-là. Néanmoins, comme je le disais un petit peu pour The Afterlife of Holly Chase, je pense que c'est un livre qui est très sympa. C'est un livre qu'honnêtement, si un jour il est traduit, je le lirai avec plaisir. Si un jour, voilà, j'ai vraiment une envie comme ça de cosy, de sorcellerie et tout, et que je suis peut-être un petit peu moins fatiguée, moins dans cette envie de lire uniquement en français, je serais tout à fait à même de le reprendre. Donc encore une fois, voilà, c'est pas du tout une déception, c'est pas un livre où je l'abandonne complètement à jamais. Mais en tout cas, pour l'année à venir, ou les deux années à venir, où j'ai vraiment beaucoup plus envie de me concentrer sur des lectures francophones, ce n'est pas celui-ci que je vais sortir a priori. Après, comme je vous le dis, hein, quand septembre-octobre arrive et que je suis en folie, j'ai envie de lire de la sorcellerie, il m'a laissé tellement une impression touchante et mignonne que voilà, vous n'êtes pas à l'abri de le revoir passer. Néanmoins, j'ai décidé de l'enlever du coup de ce challenge de la palle,
parce que pour moi c'est pas une priorité de lecture, et je suis très contente de le voir dans ma bibliothèque, mais je suis assez claire maintenant sur son statut au sein de celle-ci. Ensuite, j'ai lu, alors c'était pas vraiment dans cet ordre, mais peu importe, j'ai lu Le Petit Défaut de Lady Rotherham de Marie Ballot, et là, je pense que vous allez très franchement vous foutre de moi, et vous auriez tout à fait raison. Il m'a fallu en fait arriver aux, je sais pas, peut-être 20 dernières pages pour me rendre compte que je l'avais déjà lu. Voilà. Donc c'est un petit peu triste, mais en fait c'est en même temps assez représentatif de ce que ce livre est, c'est-à-dire que ce livre c'est une bonne tranche de rigolade, et il faut vraiment le prendre comme ça, parce que croyez-moi, les sujets qui sont traités dedans, la façon dont ils sont amenés, et la façon dont est dépeint le personnage principal masculin, si vous ne prenez pas ça avec humour, je pense que vous allez trouver ça absolument horrible. Donc dans cette histoire, on parle du coup du marquis de Kenwood, qui s'appelle Jack, et d'une jeune femme qui s'appelle Diana, ouais c'est ça, Diana Ingram. Donc dans cette histoire, Jack va prendre un pari absolument sordide, hyper masochiste, enfin vraiment, il y a un côté, j'ai envie de faire du mal, j'aime ça, et c'est cool, et en plus je suis un homme, si en plus il peut y avoir un côté un petit peu miso, allez, on y va. Donc c'est-à-dire qu'il va prendre un pari avec ses amis, alors qu'il avait un peu trop bu, pour dire, mon but c'est de séduire, je peux mettre n'importe quelle femme dans mon lit, mon but est de séduire du coup la femme la plus prude, la plus considérée comme étant un petit peu un objet de fantasme, mais inatteignable, et je vais la mettre dans mon lit. Alors, j'aime bien parce qu'il est toujours en train de dire « Non, mais vous inquiétez pas, elle sera consentante, parce qu'il y a personne qui me résiste. » Alors, je dis là, bah franchement, en même temps, si tu deviens un harceleur complet, je sais pas si on peut appeler ça encore du consentement, quoi qu'il en soit, c'était assez marrant, parce que on voit bien quand même que Marie Ballot va traiter le personnage de Jack avec une façon un petit peu ironique, un peu autodérision, c'est-à-dire que lui-même se moque du fait que c'est un libertin, et que du coup, bah, par moments, ça le dessert un petit peu dans sa quête de Diana. Après, dans ce livre, ce qui était un petit peu compliqué pour moi, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de moments qui étaient ultra sexistes, il n'y avait pas de consentement, ou alors il y avait un traitement des femmes qui était vraiment dégueulasse. Et j'ai eu beau essayer, voilà, de garder ce prisme un petit peu, c'est un peu, faut le voir un petit peu comme une farce. Par moments, j'étais un peu genre, bon bah là, ça va quoi. Donc le côté, je tripote des femmes de chambre à tout va, et puis limite, je leur file une petite pièce parce qu'elles ont bien voulu m'embrasser. Voilà, je sais pas trop quoi en penser, j'étais un peu genre, ok, donc vous pouvez constater, je l'ai pas mal annoté, parce qu'il y a des moments, je me suis dit, mais je sais pas trop comment cette lecture me fait sentir. Donc voilà, comme je vous le disais, si vous le prenez avec un peu de recul, en me disant, allez, c'est un petit truc marrant, drôle, ça passe le temps, ça passe. Sinon, pour moi, c'est un livre où il y a plein de trucs problématiques, et c'est pas forcément quelque chose que je vous conseille. Moi, j'ai bien rigolé, je suis arrivée à la fin, je me suis dit, ah mais en fait, je l'avais déjà lu ce truc-là. Pourquoi j'ai eu ce sentiment-là qu'à la fin? Parce qu'en fait, j'avais déjà eu ce sentiment-là avec cette lecture de Marie Ballot, et c'est pas la première fois que j'ai ce sentiment également avec d'autres lectures de cette autrice, c'est que ça finit toujours comme ça. C'est-à-dire, en 2 secondes, tout est fini, tout est résolu, et on se dit, mais attends, mais en fait, il y avait tellement de trucs à écrire en plus pour faire une espèce de fin un petit peu régence sympa. Normalement, vous savez, vous avez, je sais pas, un mariage, vous avez un petit peu une vision de ce qui se passe après, une fois qu'ils ont, voilà, établi qu'ils voulaient être ensemble. Là, c'est vraiment, bon bah on établit que finalement, on est amoureux, allez, hop hop hop, c'est fini. Et j'étais là, ok. Et outre ce problème-là, en fait, ce livre, il parle de Jack et Diana, mais il parle pas que de Jack et Diana, il parle aussi d'un autre couple, il parle aussi, en fait, d'une lady qui met son petit grain de sel dans toutes les affaires amoureuses de tout le monde, donc le coup de la lady, si vous voulez, ça, c'était assez rigolo, parce qu'en fait, c'était elle qui tirait toutes les ficelles en arrière-plan de cette histoire d'amour. Par contre, l'autre histoire d'amour, je me demandais un petit peu pourquoi elle était là, parce qu'il y avait ce côté, on avait l'impression qu'on comblait les trous du fait que cette histoire d'amour principale-là était déjà, bon, basée sur un fondement qui était tout à fait discutable, mais en plus de ça, bah en fait, il y avait un peu des lacunes, c'est-à-dire qu'on sentait, il y avait beaucoup de répétitions et tout, donc j'ai eu l'impression qu'on comblait un petit peu les pages avec cette histoire d'amour parallèle. Donc voilà, pour moi, c'était pas une réussite, comme vous l'aurez compris, ce livre-là. Clairement, il me laissera pas un souvenir impérissable. Au moins, cette fois, l'ayant annoté, je me souviendrai que je l'ai déjà lu. Mais voilà, en termes de romance régence, pour moi, ça se classera pas en haut du classement. Voilà. Ensuite, j'ai lu un autre livre qui s'appelle Gideon la 9e de Tamzin Muir. Excusez-moi, c'est quand même un petit peu compliqué ce nom, je ne vous le cache pas.
et ça n'a pas été une réussite. Voilà, donc moi je l'ai écouté en audio. Je pense pas que ce soit un livre qui soit mauvais, absolument pas. Je pense que vraiment je ne suis pas la cible. C'était juste, en fait, un livre où j'y retournais en audio et je me disais mais pourquoi j'y retourne? J'ai juste aucune envie d'y aller. Je n'ai pas du tout réussi à entrer en empathie avec les personnages. Et moi, c'est un élément fondamental pour que j'ai envie de continuer une lecture. C'est que vraiment, il faut que je me sente accrochée dans ce que vivent les personnages émotionnellement pour avoir envie de continuer finalement à suivre leurs aventures sur des pages et des pages. Et là, en fait, je me disais, les personnages sont marrants, mais je me fiche complètement de ce qui va leur arriver. Donc pour moi, c'était assez parlant sur mon envie de continuer cette lecture, donc je ne l'ai pas continuée. Néanmoins, je peux pas dire que je vous la conseille pas, parce que je pense que si c'est votre truc, ça peut être très très cool, parce que c'est une histoire complètement barrée, extrêmement drôle, assez vulgaire, sachez-le quand même, mais voilà, qui peut plaire. Donc on va suivre deux héroïnes, qui sont donc Gideon et Arlo. Donc Arlo, c'est l'héritière d'une des familles dans cet univers-là, qui semble être un espèce de truc un peu space opéra, avec des vaisseaux, des planètes, des mondes et tout, enfin ça a l'air d'être assez étendu. Et donc Arlo est la descendante d'une famille comme ça qui détient l'un des pouvoirs, parce je crois qu'il y a 9 maisons en tout. Elle fait partie de la 9e maison, donc, qui est une maison qui est clairement qui est en souffrance, qui est en train de dépérir. Donc il y a de moins en moins de naissances, il y a de moins en moins de monde, etc. La magie aussi commence un petit peu à perdre en puissance. Et ce sont des nécromanciens, donc voilà, c'est tout un univers voilà, un petit peu particulier. Et on va suivre aussi Gideon, qui est l'esclave finalement d'Arlo, parce que, a priori, je crois que ses parents auraient commis une espèce de trahison, etc. Et donc Gideon est enfermée dans le royaume d'Arlo depuis des années, et elle se déteste. Vraiment, elle se déteste, c'est-à-dire qu'elle se parle d'une façon... Franchement, c'est assez drôle, hein. On va pas se mentir. Mais... Voilà, faut se dire que cette espèce de banter là entre les deux qui est assez cynique et qui est franchement vulgaire, c'est très très présent. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Arlo va être appelé par l'empereur pour prendre part à une espèce de compétition où il va choisir finalement ses plus proches conseillers, et Arlo aimerait bien accéder à ce poste pour pouvoir sauver un petit peu son royaume, et elle dit à Gideon, en fait tu vas m'aider, et si tu y parviens, je te libère. Forcément, Gideon se dit, trop cool. Non, pas vraiment, parce qu'au début, elle est un petit peu genre, mais pourquoi moi et tout, et si la prochaine fois que je m'échappe, je vais peut-être y arriver, donc pourquoi je me lance dans ça? Puis bon, au bout d'un moment, elle se dit, c'est quand même la meilleure opportunité pour moi de récupérer ma liberté, donc faisons-le. Et en fait, si vous voulez, voilà, c'est là en fait où moi j'ai décroché, donc j'ai lu quand même, je crois près de 3 heures sur le livre qui en fait 13, enfin j'ai écouté 3 heures, mais voilà, en fait, au moment où la compétition commençait, qu'on a expliqué en fait qu'ils allaient suivre des cours, etc. et tout, là je me suis dit, mais en fait... je m'en fous, la nécromancie c'est pas du tout mon truc et tout, enfin bref, voilà. C'était pas pour moi, néanmoins je pense que ça peut être une très bonne lecture, donc si jamais il vous tentez, je ne vous dis pas de pas le lire, je vous dis juste moi j'étais pas la cible. Le dernier livre du coup qui faisait partie de ma pioche, c'était Les livres disparus de la 5ème avenue de Fiona Davis, et là je dois vous avouer que je suis quand même extrêmement déçue de ce livre, donc je vous le dis d'emblée. C'était un livre qui avait tout pour me plaire, puisqu'en fait on était dans une double temporalité, on suivait en 1913 une jeune femme qui s'appelait Laura Lyons, qui était... mère de famille, on va dire, et qui vivait avec son mari dans la bibliothèque de New York. Lui, il est un espèce de conservateur, et en fait, elle veut devenir journaliste et essayiste. Je sais que ça dit comme ça en anglais, j'ai un petit doute si ça dit comme ça en français, mais je crois. Si c'est pas le cas, je vous mettrai le bon mot, désolé. Et donc, elle va tout faire en fait pour rentrer dans une école de journalisme, et elle va notamment aussi intégrer un espèce de groupuscule féministe, à Greenwich Village, et elle va re-rencontrer une amie en fait qu'elle a connue à l'université, qu'elle avait perdu de vue. Donc ça c'est ce qui se passe dans l'une des temporalités. Et dans l'autre temporalité, on va suivre Sadie, qui travaille aussi en fait à la bibliothèque de New York, qui veut absolument devenir conservatrice d'une énorme exposition qui va avoir lieu, mais, et c'est là en fait où nos deux histoires se rejoignent un peu, dans les deux cas, il va y avoir en fait des livres qui vont disparaître de la bibliothèque. Si vous voulez, il y avait tout dans ce livre pour me plaire, parce que la double temporalité, les livres, la bibliothèque de New York, ça mettait un espèce de cadre hyper particulier et tout, et pour autant, pour moi, ça l'a pas du tout fait. Et pourquoi ça l'a pas fait? Parce que j'étais là pour l'enquête, j'étais là pour comprendre pourquoi les livres disparaissaient et tout, et finalement c'était quand même un petit peu en arrière-plan, c'était beaucoup plus présent dans la partie de Sadie, ça l'était beaucoup moins dans la partie de Laura. J'ai trouvé que malheureusement du coup, la résolution dans la partie de Sadie pour moi n'était absolument pas du tout convaincante. Vraiment c'était un truc genre complètement capillotracté qui est sorti un petit peu de nulle part, et j'étais là mais c'est ça l'histoire et tout, et en fait vous savez c'est le genre de résolution
ou concrètement, je vois pas comment vous auriez pu le voir venir. Parce qu'il y a tellement d'éléments qu'on nous balance à la fin, genre, ah ben oui, mais en fait, cette personne-là, elle est comme ci, comme ça, elle vient de là, nanana, cette personne-ci, ça, et là, t'es là. Non mais genre, les gars, jamais de la vie, on aurait pu voir venir ça. Donc moi, j'aime pas trop ce phénomène-là, parce que je trouve que ça prend un petit peu le lecteur pour un idiot. En tout cas, moi, personnellement, ça m'enlève un petit peu ce plaisir de pouvoir me dire, j'aurais pu savoir, et je ne l'ai pas vu. Et cette excitation-là, et ce côté un petit peu, l'autrice a fait un truc vraiment génial, m'a manqué en fait, et je me suis dit bah ok, l'autrice elle a fait un truc, franchement il aurait fallu connecter des points entre eux qui étaient tellement éloignés en fait les uns des autres qu'il y avait aucun moyen qu'on y arrive, donc ça m'a déplu. Et après il y avait un élément en fait moi qui m'a vraiment qui m'a fait vibrer une corde que j'ai pas aimé. C'est en fait dans l'histoire de Laura, quand elle va rejoindre ce groupuscule féministe, en fait elle va doucement avoir une relation amoureuse avec une femme. Et en fait, cette relation amoureuse-là, pour moi, elle est pas bien amenée, elle est pas bien traitée. Ça faisait un peu... Enfin, moi, ça m'a fait cet effet-là, donc je sais pas si c'était l'intention de l'autrice, mais clairement, je pense que ce n'était pas le cas. Ça faisait un peu, vous savez, l'effet de « Ah oui, alors, on est en 1913, elle s'intéresse au féminisme, ah bah forcément, on va en faire une lesbienne, comme ça coche toutes les cases. » Ah, vraiment, ça m'a fait ce côté un petit peu accessoirisation de son de son envie en fait d'aimer comme ça une femme, et du coup j'ai pas aimé parce que je me suis dit bah c'est dommage, en fait t'aurais vraiment pu le faire, donc t'aurais pu créer cette histoire d'amour auquel on va croire et tout, mais ça faisait tellement hop, j'ai coché ma case que bah moi j'y ai pas cru du tout. Donc après très certainement que c'est vraiment moi par rapport à moi. Peut-être qu'il y a plein de gens qui ont lu et qui ont trouvé ça extrêmement bien fait et tout, mais je sais pas, moi ça n'a pas fonctionné. Et du coup, ça a un peu teinté la fin de ma lecture parce que je me suis dit, bon, passe outre, c'est pas grave, continue à lire et tout parce que l'histoire était sympa. Mais après, quand je suis en plus arrivée sur la résolution des vols, j'ai fait, ouais, bon, c'est bon. Et si vous voulez, il y avait pas mal d'éléments aussi dans le livre qui m'ont gênée, dans le sens où il y avait les personnages donc, de Harry et Pearl, qui sont donc les enfants de Laura en 1913, qui sont des personnages qui auraient pu être développés, il y aurait eu des arcs en fait à écrire qui auraient été hyper intéressants, notamment en connexion avec l'histoire de Sadie, ça n'a pas été fait, et je trouvais que c'était un manque et que c'était vraiment dommage. Donc voilà, pour moi il y avait trop de choses qui étaient un petit peu traitées, enfin qui étaient abordées, ensuite qui étaient résolues, mais c'était un petit peu... ça sortait un peu du chapeau, et après moi il y a un autre élément qui m'a un petit peu... qui m'a un peu lassée, c'est toutes les descriptions autour de la bibliothèque, où par moments c'était un petit peu pompeux, c'était un petit peu lourd, ça venait alourdir en tout cas le récit, et je trouvais ça un petit peu dommage. Après, là c'est vraiment un problème de moi, parce qu'en fait, il s'avère que Fiona Davis écrit toute une série de livres où à chaque fois c'est centré sur un bâtiment important du coup de l'histoire de New York, et donc je pense que moi j'étais pas partie en fait dans cette espèce de récit qui allait avoir voilà cette teinte architecturale hyper forte, mais voilà, c'est parce que franchement je m'étais pas assez renseignée sur l'autrice, parce qu'a priori c'est une de ses forces et c'est une des choses qui sont appréciées dans ses romans. Donc voilà. Donc pour moi, je retournerai pas dans les romans de Fiona Davis. Pour autant, je vous dis pas que le livre est mauvais, je vous explique juste les quelques éléments qui moi m'ont pas plu, et je peux tout à fait comprendre que ce soit un livre historique qui est plu. Mais voilà, moi c'était pas mon cas. D'ailleurs j'étais extrêmement déçue à la fin de voir qu'en fait Laura Lyons n'avait pas du tout existé, et que l'autrice ne s'était pas du tout appuyée sur un personnage en particulier historique pour écrire son personnage, parce que là pour le coup ça aurait peut-être un petit peu remonté mon avis sur ce livre-là. Quand j'ai lu vraiment ses remerciements, elle en faisait absolument pas mention. Elle a vraiment expliqué que elle s'était intéressée au système dont fonctionnaient avec lesquels fonctionnaient les bibliothèques, ce qui était d'ailleurs très intéressant, mais vraiment toute la partie autour des personnages était complètement inventée, et voilà. Donc voilà pour mon avis sur ce livre. Donc voilà qui conclut un petit peu mes avis sur les pioches de lecture du mois de janvier, donc mes lectures mystères. Donc au final j'ai sorti les 5 livres de ma palle, donc je suis quand même assez contente. J'ai bien aimé aussi devoir aller un petit peu au bout de certains livres, dont par exemple les livres disparus de la 5e avenue, parce que ça me permettait de vous donner un avis plus global. Après, je me suis quand même dit, il y a pas mal de moments où j'aurais pu arrêter ce livre, mais j'étais tellement à fond dans les vols et tout que je voulais savoir. Pareil pour Lady Rotherham, j'aurais pu l'arrêter avant, donc écoutez, ça va, je vais quand même, voilà, pour les prochains, je mettrai peut-être un petit peu moins d'implication, et je passerai peut-être plus rapidement à une lecture qui me semble être plus adaptée à mes envies actuelles. Mais je trouve que pour se faire un avis, parfois c'est pas forcément évident.
Là, je reprends un petit peu mes lectures du mois de façon chronologique. Donc, j'ai commencé mon mois avec 2 lectures que j'ai lues coup sur coup et qui arrivaient à point nommé, je pense. C'est Blood of Hercules et Bond of Hercules, qui sont donc 2 des, a priori, 3 tomes qui composent la trilogie Lore of the Villains, ou Villains Lore, je sais plus trop comment elle s'appelle, de Jasmine Mass. Donc, Blood of Hercules faisait partie de ma palle de janvier, ça faisait partie aussi des séries que je voulais absolument découvrir, et je pense que il est arrivé à point nommé tout simplement parce que j'étais dans une espèce de panne de lecture, de ralentissement, j'étais dans cette espèce d'engourdissement, vous savez, où vous lisez, mais vous êtes un peu ronchon, y a rien qui vous fait envie, vous commencez 4 livres, vous en finissez aucun. Bref, je pense que je vous en avais déjà parlé du coup au mois de décembre. Donc j'étais toujours un petit peu dans ce mood-là, et j'avais envie d'un truc en mode, allez, j'ai besoin d'un truc qui va me divertir, où je vais tourner les pages, je teste. Donc je me suis pris les 2 en e-book, parce que je voulais absolument pouvoir les annoter, prendre des notes et tout, parce que je sais que l'une d'entre vous m'avait dit, tu verras, Blood of Hercules, fais attention, il est quand même assez problématique, et donc je voulais vraiment être à l'affût comme ça, de ce qui pouvait se passer, donc je les ai pas pris en audio au final. Et j'ai bien aimé ma lecture, puisque j'ai lu le 2, mais il y avait plein de problèmes. Donc on va commencer déjà par parler de l'histoire. Donc dans cette histoire, dans Blood of Hercules, on va suivre Alexis, qui est une jeune femme qui vit dans un monde qui est extrêmement particulier, où le panthéon grec, en fait, existe vraiment. Donc tous les dieux que vous avez pu étudier à un moment donné à l'école, donc Aphrodite, Arès, etc., fait partie de notre monde, donc du monde en tout cas d'Alexis, et ils ont fait des guerres entre eux, et donc les maisons se sont divisées en 2, donc on va avoir les maisons chtoniennes et les maisons olympiennes. Donc dans les maisons olympiennes, on va retrouver un petit peu le stéréotype de ce qu'on appellerait les dieux gentils, donc on va avoir Zeus, Apollon, etc., Athéna, etc. Et de l'autre côté, donc dans la maison chtonienne, on va retrouver là ce qui est considéré un petit peu comme les dieux méchants, sanglants, etc., qui ont vraiment cette fibre à vouloir tuer son prochain. Et donc dedans, on va retrouver plutôt Aphrodite, Arès, Hadès, etc. Ces 2 maisons se sont fait la guerre, et donc ils vont mettre en place tout un tas de règles en fait pour limiter un petit peu l'implication des dieux dans le monde des humains, mais aussi entre eux. Donc vous verrez, c'est assez particulier, mais c'est assez intéressant pour le coup. Nous, Alexis, en fait, elle vit dans ce monde-là, et pendant qu'il y a eu les guerres entre les dieux, il y a plein de créatures aussi qui sont un petit peu apparues, et qui ont décimé finalement les populations humaines, et donc les dieux essayent de protéger entre guillemets les humains en tuant ces créatures-là, même si on va pas se le cacher, s'il y a 400 humains qui meurent pendant qu'ils tuent une créature, ça les empêche pas du tout de dormir. Alexis, elle vit dans un mobil-home avec des parents adoptifs qui sont absolument détestables, et du jour au lendemain, il y a un petit frère qui va arriver, qui va lui aussi être adopté par ces parents-là, donc on est ravis pour lui parce qu'il tombe vraiment dans un truc sordide, et en fait, très rapidement, et je trouve que là, c'est le point central de la force de l'écriture de Jasmine Mass, on va tomber en empathie avec Alexis. Parce qu'elle a une vie de merde. Donc vraiment, dès le départ, elle est petite, et elle a ce sentiment en fait de protection envers son petit frère, qui est tellement fort, qui est tellement puissant, et en même temps, ils vont essayer de s'en sortir, de lutter contre leurs circonstances pour vraiment avoir une meilleure vie, que du coup, on ne peut que les aimer. Enfin vraiment, dès les premiers chapitres, j'étais là, et en fait, j'étais juste là, pour eux en fait, pour savoir ce qu'allait leur arriver, parce que je me disais, franchement, ils ont pas eu une vie facile. Et en plus, comme c'était quand même assez facilement transposable avec des circonstances qu'on pourrait rencontrer dans notre monde, je pense que ça aussi, ça a fait vraiment vibrer ma corde sensible, et ça m'a donné envie de continuer la lecture. Après, ce qui va se passer, c'est que Alexis, elle va vouloir rentrer à l'université, et donc elle va passer un espèce de concours qu'elle va signer de son sang, et on va se rendre compte avec son sang que finalement c'est une demi-dieu, enfin donc c'est une descendante d'un des dieux des maisons, en fait, du panthéon grec. Et là, on va la prendre et on va la catapulter dans une espèce de compétition où on va décider quels sont les enfants de dieux qui peuvent vraiment devenir des demi-dieux et donc rejoindre les maisons chtoniennes et olympiennes. Et c'est un truc hyper sanglant, en mode un peu... j'allais dire un peu Hunger Games, mais c'est plutôt Battle Royale, donc c'est-à-dire qu'on va les mettre là, ils doivent tous s'entretuer, et les peu qui restent, a le droit de rentrer dans une espèce d'académie hyper sanguinaire, et on va mettre tous les participants, en leur faisant passer en plus des tests hyper complexes,
pour ensuite qu'ils aient enfin le droit de rejoindre ces maisons qui semblent être tout à fait horribles. Donc voilà, Alexis, elle se retrouve dans ça, elle se dit mais qu'est-ce que je fais là et on va suivre du coup son épopée. Donc, ce qui est important à comprendre aussi, c'est qu'Alexis, elle va être aidée par deux dieux qui sont donc Patrocle et Achille, et elle va avoir tout un tas de personnages qui vont graviter autour d'elle, dont deux professeurs qui vont devenir ses amoureux, puisqu'on est dans un thème de harem inversé. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre? J'ai aimé l'originalité, en fait, de l'univers, que pour le coup, on ne rencontre pas souvent, et qui pour moi était quand même assez bien fait, c'est-à-dire qu'on sent que l'autrice, elle a mis du temps à vraiment déterminer quel dieu ferait quoi, quel stéréotype on a autour de ces personnages mythologiques, et comment en fait on peut les transposer dans notre monde, et ça j'ai trouvé que c'était assez intéressant, et ça donnait un petit peu une teinte originale à l'histoire, qui fait qu'on a envie d'en découvrir plus. Donc ça, c'était quelque chose que j'ai aimé. J'ai adoré la façon dont elle avait dressé le personnage d'Alexis, tout du moins sur toute la première partie du roman du tome 1, parce que vraiment, comme je vous disais, on a envie de savoir ce qui va lui arriver. Après, j'ai continué ma lecture du tome 2, vraiment pour suivre leur histoire d'amour, parce qu'elle était quand même extrêmement spéciale, et donc ma curiosité un petit peu mal placée m'a donné envie de lire la suite. C'était clairement pas pour l'intrigue, parce que dans les points qui ne vont pas, il y a l'intrigue, c'est-à-dire que dans le 1, on est dans cette espèce d'académie et on a l'impression qu'il va y avoir un peu des enjeux qui n'arrivent jamais. C'est-à-dire que dans le 2, il n'y a pas d'histoire en fait, on va pas se mentir. Elle est à nouveau dans une espèce de compétition un petit peu, voilà, c'était histoire de dire il fallait meubler le truc, mais pour moi, désolé, il n'y a pas d'intrigue dans le 2. T'es là pour l'histoire d'amour, si t'es pas là pour l'histoire d'amour, je sais pas trop ce que t'étais venu y chercher. Et après, le deuxième sujet, c'est que finalement, on peut vraiment classer ces deux livres dans la catégorie de la dark romance. Donc moi, j'en avais jamais lu. Donc autant vous dire que j'étais un petit peu surprise par ma lecture. Bon, après, j'ai un petit peu fait des recherches, j'ai fait un peu des recherches sur l'autrice, son passé d'écrivaine, son passé de lectrice et tout machin, et elle le dit, qu'elle a beaucoup lu de dark romance en étant jeune, qu'elle a adoré ça, et que donc elle a vraiment écrit le livre exactement comme elle le pensait, comme elle le voulait. Ce qui rend la chose à la fois respectable et à la fois problématique. Je vous explique, en fait dans le 1, on est clairement face à deux personnages masculins qui sont extrêmement toxiques, excessifs, etc. Et ce n'est en aucun cas excusé, c'est-à-dire que c'est assumé et en fait il la martyrise en fait, on va pas se mentir, et donc je me dis mais comment l'héroïne pourrait tomber amoureuse d'eux? Et en fait ça n'arrive jamais. Elle développe une espèce d'attirance envers eux, on ne sait pas trop pourquoi ni comment. Certainement dû psychologiquement à son passif abusif justement et au fait que elle ait toujours été traitée comme une paria, donc peut-être que dès qu'il y a quelqu'un qui lui montre un espèce de semblant d'intérêt, même s'il est énormément teinté de violence, elle se dit j'y vais quoi. Moi c'est la seule explication que j'ai pu trouver. Par contre dans le 1 il y a une scène qui pour moi était extrêmement problématique parce que c'est une agression sexuelle. En fait en vrai je sais que dans la dark romance, quand je me suis renseignée dans la définition, il y avait cette notion de consentement, de non-consentement ou de consentement flou. Alors sachez quand même que le consentement flou, dans la vérité, enfin dans la vraie vie ça n'existe pas, il y a du consentement, il n'y a pas de consentement, mais le truc, l'espèce de truc gris au milieu là qu'on essaie d'introduire dans dark romance, j'ai un peu du mal à comprendre. Peut-être qu'un jour je le verrai écrit et je comprendrai mieux, en tout cas là dans ce livre là c'est clairement du non-consentement. Donc il y a une scène d'agression sexuelle qui n'était pas écrite dans les trigger warnings. Et moi c'est là mon problème en fait, c'est que qu'on ait envie de lire la dark romance et qu'on ait envie de lire ce genre de scène, ça ne me pose entre guillemets pas de problème parce que c'est plus une question de vous avec vous et vos lectures et vos choix de lecture. Donc je vois pas en fait en quoi je pourrais porter un jugement sur ce que vous avez envie de lire. Par contre ce qui me dérange c'est que ça soit pas écrit. Parce que je me dis, moi personnellement j'avais pas forcément envie de lire ça. Et personnellement, la façon dont le livre est marketé avec cette couverture blanche et dorée, un petit peu genre oh je vais rentrer dans une épopée mythologique, etc. Je me dis n'importe qui a l'habitude de prendre un livre comme ça en disant c'est ça que je vais lire et qui tombe sur ça, et qui n'est pas préparé psychologiquement ou qui n'a pas en tout cas la maturité émotionnelle et psychologique pour pouvoir prendre du recul par rapport à cette scène, c'est quand même vraiment un problème. Donc pour moi, rien que ça m'a fait dégommer une étoile et demie sur le livre parce que je me suis dit t'auras beau écrire tous les personnages les plus incroyables qui soient, le fait que t'aies pas mentionné ce truc-là, c'est vraiment un souci. Et en fait, d'après les interviews que j'ai vues de l'autrice, ça l'avait pas forcément gênée.
puisqu'elle a dit que c'était exactement ce qu'elle voulait écrire. Après ça, j'ai trouvé aussi que c'était un peu compliqué parce que le personnage d'Alexis, donc il est vraiment pas du tout traumatisé par ce moment-là en fait. Donc après, comme je vous le disais, on pouvait le voir comme un trait psychologique du fait que voilà, elle a eu en fait une adolescence un petit peu particulière et martyrisée. Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas mentionné. Moi, ça, c'est une interprétation que j'ai rajoutée au livre. À aucun moment, on parle en fait de son passif, et on peut l'utiliser comme une explication du fait qu'elle ne voit pas qu'on est clairement en train de l'agresser, quoi. Voilà. Dans le tome 2, je pense quand même que l'autrice a dû avoir certaines remarques par rapport à ce sujet, parce que on va complètement changer la dynamique. Là où dans le 1, on avait ces deux personnages qui martyrisaient quand même l'héroïne, dans le tome 2, ça va complètement s'inverser. L'héroïne va vraiment être en prise de pouvoir par rapport à ces deux compagnons qui sont vraiment en train d'essayer de ramper pour pouvoir regagner un petit peu de son affection. J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, parce que du coup, voilà, on sent que le personnage a vraiment évolué, donc c'est plutôt une bonne chose. Et en plus de ça, les deux personnages vont là, pour le coup, vraiment verbaliser le fait qu'ils sont trop excessifs, qu'ils sont trop violents, qu'ils sont trop obsessionnels. Et donc ça va être moins perçu comme quelque chose de normal, mais plutôt comme quelque chose qu'ils essaient finalement de, pas d'éradiquer, mais en tout cas d'adoucir, pour pouvoir créer un semblant de relation avec Alexis. Néanmoins, je suis désolée, et là je le martèle, pour moi il n'y a pas de nuance sur ce point-là, ce n'est pas une histoire d'amour. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, ils ont passé assez peu de temps ensemble, ils ne se connaissent pas, ils ne se parlent pas, ils découvrent encore des choses fondamentales par rapport aux uns et aux autres dans les derniers chapitres d'histoire, donc je vois pas en fait en quoi ça peut être une histoire d'amour. C'est une histoire d'attirance qui se transforme dans un semblant d'affection. Voilà, c'est tout, pour moi. Ce que j'ai trouvé un petit peu perturbant aussi, c'est le dernier point sur ces deux livres-là, parce que sinon on avait passé la nuit, c'est quand même que En fait, je pensais que ça serait des duologies, parce que les deux premiers tomes sont clairement sur Alexis et ses deux compagnons. Pour moi, le tome suivant, c'est sur un autre personnage et à nouveau deux hommes, parce que franchement, l'écriture du tome 2, c'est vraiment on va dire un prémisse de ce qui va passer par la suite. S'il y a juste un dernier tome, bah franchement ça va être un peu bâclé. Donc on va voir comment ça va se passer. Moi je suis assez curieuse parce que j'ai envie de voir un petit peu comment elle fait évoluer tous ces sujets-là dans son écriture, et est-ce que aussi le fait d'écrire plus de livres, parce qu'il me semble quand même que c'était son premier roman, fait qu'elle va traiter les sujets de façon différente, et puis comme j'aimais bien en fait l'univers, j'ai quand même envie de lire le troisième. Mais clairement, ce ne sont pas des livres à mettre dans toutes les mains, sachez dans quoi vous vous engagez, et ne pensez pas, et là je suis désolée, c'est peut-être un petit peu condescendant, ne pensez pas vous engager en tout cas dans une lecture où la plume ou la richesse narrative va être vraiment quelque chose qui va vous faire rester, parce que pour moi, personnellement, c'était plutôt une espèce de curiosité mal placée, et j'ai pas trouvé que les arcs narratifs étaient développés au point qu'on puisse se dire vraiment il y a une richesse d'univers, etc., qui fait qu'on a envie de continuer. Donc voilà, écoutez, si c'est pas votre cas, vous n'êtes pas forcément d'accord avec cette analyse, vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, en tout cas si vous cherchez un bon divertissement un peu original avec des tendances, des pratiques en tout cas de romance un peu border, je pense que vous pourrez vraiment passer un moment de kiff, donc c'est quand même bon à savoir. Moi je peux pas dire que j'ai détesté, puisque je les ai lus tous les deux en quelques jours, donc je les ai vraiment dévorés, mais voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Après, il y a un autre livre dont je voulais vous parler, c'est Peau d'âme, du coup le tome 2 de Aude Ziegelmeyer. Donc vous le savez, normalement, le tome 1 pour moi était un coup de cœur monumental. J'ai adoré la plume de l'autrice, j'ai adoré le côté envoûtant de l'ambiance, de cette réécriture hyper sombre et vraiment avec un thème female rage de Peau d'âne. Malheureusement, le tome 2 a été une énorme déception. Alors justement, est-ce que c'est parce que j'ai adoré le tome 1 et que du coup j'en attendais énormément et je suis arrivée sur le tome 2 avec cette espèce voilà, d'attente démesurée qui a fait que le tome 2 pour moi a été une déception? Je ne sais pas. Néanmoins, il y a quand même des éléments que je voulais mentionner qui pour moi n'ont rien à voir avec mon ressenti du tome 1 et qui sont vraiment liés à la structure narrative de ce livre-là, parce que je trouve que l'autrice a changé complètement le rythme de son récit. Donc dans le 1, on était vraiment dans une espèce de course effrénée à comprendre ce qui est en train d'arriver à notre héroïne, et il y avait en plus ce côté, donc comme je vous disais, female rage, donc c'est un livre qui est quand même vraiment autour de ces sujets-là, de cette espèce de prise de pouvoir et de contrôle
de la vie d'une femme, donc ça, dans un environnement qui est extrêmement hostile. Donc ça, c'était hyper intéressant. J'avais adoré aussi parce que c'était un rythme qui était assez soutenu, donc tu te dis, ah, t'arrives à faire passer tout ça dans une histoire qui va quand même assez vite, etc. Donc c'était vraiment fait d'une main de maître. Dans ce tome 2, ça va complètement changer. On va vraiment avoir, sans vous mentir, 70% de l'histoire où nos personnages principaux sont sur la route et il ne se passe rien. Et j'ai quand même eu du mal parce que finalement, j'ai pas trouvé qu'on avait fait évoluer les personnalités des personnages d'une telle façon déjà que ça allait avoir une influence forte sur la résolution de l'histoire. Et en plus de ça, franchement, tout ce qu'on nous a montré, on le savait déjà. Donc il n'y avait pas de grosses surprises. Alors peut-être que c'était juste pour en faire en sorte que les personnages entre eux découvrent qui ils sont les uns les autres, mais en tout cas sur leur développement personnel, moi j'ai pas trouvé qu'il y avait une énorme évolution, si ce n'est peut-être pour le personnage du fou. Et encore, enfin, je crois qu'il n'est pas nommé comme ça dedans, je confonds avec l'assassin royal, mais bon, peu importe, vous verrez. En tout cas, je lui ai mis 4 sur 5, parce que je voulais respecter en fait la plume de l'autrice, qui est toujours aussi belle. Je voulais respecter son travail sur cette réécriture de contes, qui était extrêmement originale, sombre et envoûtante, et ça, c'est quelque chose que j'ai adoré. Pour autant, voilà, pour moi, sur les prochains romans qu'elle écrira, parce que je les lirai avec plaisir, j'espère qu'il y aura une attention qui sera un petit peu plus portée sur la façon dont est construite l'intrigue, pour qu'on n'ait pas ce sentiment finalement que au moment où on comprend quels sont les enjeux de l'intrigue, la résolution arrive au même instant. Parce que là, c'était l'effet que ça faisait, il y avait un petit peu des faits qui sortaient de nulle part, des faits et des faits d'ailleurs, qui sortaient vraiment du chapeau, et donc au moment où on se dit « Ah, c'était donc ça en fait qu'on essayait de me raconter comme intrigue », bah la résolution arrivait au même moment. Et donc du coup, bah c'était assez frustrant, parce qu'on se disait « Bah, tu ne m'as pas laissé en fait le temps de faire monter la tension de l'intrigue, pour que quand on arrive à la résolution, on se dise « Oh, heureusement ça finit comme on voulait quoi ». Et ça c'était un peu dommage. Donc voilà. Donc duologie hyper intéressante. Je lirai avec plaisir tout ce que va me proposer Aude Ziegelmeyer parce que vraiment on sent qu'elle a un univers qui est hyper unique, un peu à la Rachel Gillig, mais voilà, je serai un petit peu plus regardante sur l'intrigue. Ensuite j'ai lu les Smile Smith, donc le tome 1 et 2 que je me suis fait en audio, donc ça c'est un livre que j'ai sorti de ma palle, donc je suis très contente. C'était super cool, franchement, après la déception du coup de cette régence avec Marie Ballot qui était vraiment pas ouf, j'ai trouvé que ces deux livres-là étaient très très bien, et en fait ce qui était sympa, c'est que je les ai trouvés bien mieux que les Bridgerton, donc étonnamment. Donc je dis étonnamment parce que c'est quand même la 3e saga dans laquelle je me lance avec Julia Quinn, puisque j'avais lu les Roxby du coup, les Bridgerton, et maintenant je m'attaque aux Smile Smith. Et franchement, je dois dire que plus je lis du Julia Quinn, plus j'aime, et plus je trouve que certains de ces livres sont de mieux en mieux écrits. Alors après, il y a toujours les problèmes liés à la régence, avec évidemment la position homme-femme, etc. et tout, mais enfin, pour le côté, on va dire, un petit peu divertissant, j'ai beaucoup aimé les Smile Smith. J'ai trouvé que le tome 1 était vraiment dans un schéma qui était extrêmement classique de cette jeune femme qui veut absolument trouver un bon parti, qui va trouver sur son chemin le meilleur ami de son frère, qui a fait la promesse à son frère de la protéger, etc., et qui donc va lui mettre un petit peu des bâtons dans les roues, mais en même temps il va essayer de l'inciter parce que lui-même n'est pas au clair sur ses sentiments pour elle. Donc c'était assez classique, mais c'était bien fait, c'était bien déroulé. Voilà, c'était la romance Régence où on se dit je sais dans quoi je m'engage, et en fait j'ai exactement ce pourquoi je suis venue, et donc en ça, bah, je me suis dit ok, bah forcément je lui ai mis une bonne note parce que je me suis dit ok, on m'a délivré ce que j'attendais. Donc c'était peut-être aussi après Podam, j'étais peut-être tellement déçue qu'il y a eu un effet rebond, je sais pas, mais en tout cas voilà, j'ai bien aimé. Je trouve que la narratrice qui narre du coup sur Next Story, ces livres-là qui s'appelle Clotilde Sey, elle est parfaite, parce qu'elle a côté, vraiment, elle a cette voix, ce ton, vraiment de l'humour un peu pince sans rire anglais. Elle est top, franchement, si vous hésitez à lire ça, mais que vous savez pas trop quel format prendre, n'hésitez pas à l'audio parce que c'était vraiment très cool. Et le tome 2 m'a énormément plu parce qu'on est un petit peu sur le même genre d'histoire que le tome 2, le tome de Bénédicte, qu'on peut voir du coup ces temps-ci sur Netflix. Ça a un thème Cendrillon. Donc en fait on va avoir un petit peu, alors Cendrillon, dans les grandes lignes. On va avoir en fait cette jeune femme qui est une servante, mais qui est pas devenue servante en fait de son plein gré. C'est vraiment une histoire de péripéties et d'événements.
qui vont l'amener dans cette situation-là, et qui va tomber amoureuse du coup d'un jeune homme qui est lui de bonne famille. Et donc on va être encore une fois, vous savez, sur cette tension avec les différences de classe sociale qu'on peut voir aussi dans la saison et donc dans le tome sur Bénédicte et Sophie, qui moi avait été l'un de mes tomes préférés. Et donc on retrouve un peu ça. L'histoire d'Anne est vraiment hyper intéressante, je trouve aussi, parce que pour une fois c'est pas un truc un peu cliché, c'est vraiment sur cette jeune femme qui a fait des erreurs et tout, et qui, enfin en tout cas qui a eu ce sentiment d'avoir fait des erreurs et qui en paie en fait les conséquences de manière extrêmement dure. Le personnage masculin aussi est très sympa. Après pour moi je trouve qu'on aurait pu un petit peu plus le développer, et c'est pour ça que c'est pas la romance qui a eu la plus, enfin qui a pas eu 5 étoiles à cause de ça. Néanmoins, voilà, j'ai passé un très bon moment, et je lirai vraiment les Smith 3 et 4 avec grand plaisir, parce que j'ai hâte de voir ce que l'autrice peut encore nous proposer. Ensuite, j'ai lu Anathema de Kari Lake, je vous ai fait toute une vidéo dessus, donc je reviens pas sur le sujet. Je vous mets en revanche en barre d'infos mon Substack avec l'article que j'ai écrit sur mon avis de lecture sur Anathema, dans le cadre où la vidéo de 30 minutes ça serait trop long pour vous. Bah écoutez, vous avez quand même la possibilité de lire mon avis du coup sur un article qui fait environ 10 minutes de lecture. Et donc comme ça, si ça vous intéresse mais que vous n'avez pas envie de vous engager dans 30 minutes sur un même livre, écoutez, les éléments principaux sont repris dans l'article que je vous mets en barre d'infos. Ensuite, je voulais quand même mentionner le livre Les Royaumes du Nord, la boussole d'or de Philippe Pullman, parce que normalement j'aurais dû vous le présenter dans cette vidéo parce que c'était mon classique du mois et que je m'engage toujours à lire les classiques du mois. Mais je l'ai commencé et je dois dire que j'étais pas dans le mood pour lire de la jeunesse, et donc je l'ai arrêté. Donc je peux pas dire que ce livre m'a pas plu, parce que c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, les prémices du livre me plaisaient énormément, même s'il y avait déjà des éléments qui étaient quand même assez problématiques, la façon dont sont traités notamment les enfants dans ce livre m'a pas mal choquée, en fait. C'est assez violent la façon dont on les traite, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Donc je sais pas si c'est un effet fondateur finalement de l'histoire, et de l'écriture peut-être aussi de Philippe Pullman, peut-être que c'est un élément justement qu'il voulait souligner, etc. Donc, je ne sais pas trop, parce que je suis pas allée assez loin dans la lecture pour vous le dire. Néanmoins, sachez que c'est quand même un élément, moi dès les premières pages j'étais un peu là, ok. Je pense que c'est un livre que je vais lire, juste là, au mois de janvier, j'avais pas du tout la tête à la jeunesse, donc je l'ai mis de côté, mais ce n'est pas un abandon, et ce n'est pas du tout parce que je n'ai pas aimé, parce qu'au contraire, je pense que c'est un livre qui pourrait vraiment me plaire. On arrive au dernier livre, hein, que je vous avais prévenu que cette histoire, que ce bilan serait long, donc écoutez, vous étiez prévenus, vous saviez dans quoi vous engagiez. Donc j'en reviens du coup aux commentaires que j'avais fait au début de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le dernier livre dont je voulais parler, c'est L'ombre des dieux de John Gwynne, qui est aussi un livre que j'ai sorti de ma palle, que j'ai écouté en audio sur Nextory. Alors, je sais pas si je vous conseillerais l'audio. Moi, je pense que ça l'a fait, parce que en fait, j'avais déjà lu les 7-8 premiers chapitres en fait sur mon e-book l'année dernière, et donc du coup je savais de quoi on parlait, donc quand je me suis engagée dans le truc, j'étais très au clair sur les personnages, machin et tout. Après moi c'est une réflexion que je fais quand même régulièrement sur ce genre de livre où c'est une fantaisie un petit peu, enfin vraiment un peu entre guillemets traditionnelle, donc il y a beaucoup de personnages, il se passe plein de choses, il y a beaucoup de personnages secondaires, il y a beaucoup de situations un peu politiques et tout. Je sais pas si l'audio c'est le meilleur format pour bien suivre tout ce qui se passe. Voilà, je tenais quand même à le mentionner. Néanmoins, l'audio était très bien fait, hein. Sachez-le, j'ai vraiment adoré mon expérience. L'ombre des dieux de John Gwynne, je lui ai pas mis 5 sur 5, mais ça aurait pu. Alors, pourquoi ? Dans cette histoire, on va suivre 3 personnages qui s'appellent Elvar, Varg et Orca, qui sont en fait tous les 3 dans des espèces de quêtes assez différentes, qui ont d'ailleurs des caractères assez différents, et c'était vraiment très chouette par rapport à ça. Ils vivent dans un monde où finalement il y a une espèce de guerre des dieux, encore une fois. Les dieux ont un peu massacré le royaume, et ils ont laissé tout un tas, encore une fois, de créatures magiques. Je dis encore une fois parce que ça me rappelle un petit peu Blood of Hercules. Pourtant, pas du tout la même chose, hein. Ils ont laissé tout un tas de créatures, etc., magiques, qui sont plus ou moins hostiles, finalement, envers les humains qui sont toujours dans le royaume. On va suivre du coup l'histoire de Orca, qui elle est une ancienne combattante, on sait pas trop d'où, on sait pas trop comment, mais on sent que voilà, elle a un passé assez brutal et sanglant. Elle vit avec son mari et son fils un petit peu en périphérie d'un village, parce qu'elle a pas trop envie qu'on vienne s'intéresser à sa vie et à qui elle est, etc., et à son passé. Et elle va se rendre compte qu'il y a des enfants en fait qui disparaissent, et quand elle va en parler au neveu de son Jarl qui est absente,
en fait il va complètement s'en foutre. Donc elle se dit bah super, c'est quand même un petit peu dommage, mais ça va pas trop la perturber jusqu'au moment où c'est finalement son fils qui va disparaître, et là elle va passer dans une fureur, mais alors vraiment la maman ours quoi, et ça j'ai trouvé que c'était ultra bien fait, hein, sachez-le. Où vraiment, là, elle est en mode, alors je t'explique, je vais retrouver mon fils, et s'il faut que je tue absolument tout le monde sur mon passage, je le ferai. Et donc on va suivre Orca dans cette quête-là. Ensuite, on va suivre Elvar, qui est donc une mercenaire qui fait partie d'une confrérie et tout, qui a pour but, vous savez, d'aller... c'est un peu des bounty, vous savez, ils vont chercher des gens qui sont recherchés, ensuite ils vont les vendre comme esclaves, c'est très très particulier. Elvar, c'est vraiment le personnage qui va vous faire vous questionner sur votre moralité au sein de cette histoire, et c'est ça qui est assez bien fait. C'est qu'on sait jamais si on a l'impression qu'Elvar se trouve du bon côté de la barrière ou pas, et en plus comme elle a une histoire personnelle qui est assez spéciale avec son père et tout, ça vient encore plus teinter son histoire de... Est-ce qu'on est avec elle, est-ce qu'on est contre elle, et en même temps, avec ce qu'elle a vécu, on est quand même avec elle. Enfin voilà, on fait un petit peu comme ça de va-et-vient sur notre baromètre personnel, qui est très bien fait. Enfin, encore une fois, j'ai adoré. Et Varg, qui est un des personnages aussi que j'ai énormément aimé, et pourtant c'est fou parce que je lis tellement d'histoires écrites par des femmes avec des personnages féminins que c'est rare que j'ai un personnage central masculin, et là, je l'ai vraiment adoré, je suis vraiment rentrée en empathie avec lui. Varg, c'est en fait un ancien esclave qui s'est enfui de la ferme dans laquelle il était retenu, et qui va absolument vouloir comprendre ce qui est arrivé à sa sœur qui a été assassinée, et pour ça, il se met en quête d'une sorcière qui pourrait lui montrer en tout cas les derniers instants de la vie de sa sœur pour qu'il puisse la venger. Et pour trouver cette sorcière, il va rejoindre une confrérie aussi de mercenaires qui s'appelle la confrérie du sang, il va lui arriver tout un tas de péripéties. C'était ultra bien fait. J'ai adoré ce livre. Enfin vraiment, je sais même pas, je vous dirais qu'avec le recul, je sais même pas pourquoi je lui ai pas mis 5. Je pense que je vois à peu près, je pense qu'à un moment donné, en fait, il va y avoir un moment du livre qui va s'étendre un peu avec des batailles à gogo, à répétition. Et bon, moi j'adore la fantasy, mais alors les batailles, voilà, franchement ça me gave. J'aime bien quand il y a des grands moments un peu épiques de bataille, typiquement vous voyez dans le Seigneur des Anneaux ça m'a pas dérangé, pourtant c'était certainement plus long, mais je sais pas. Là en fait le problème si vous voulez c'est qu'on suit 3 points de vue de personnages, et j'ai eu l'impression que les moments de bataille arrivaient tous au même moment, et donc déjà j'étais un peu paumée, par moment je disais attends mais on est avec qui là, il se passe qui, et ils se battent contre qui déjà? J'avoue que j'étais un petit peu perdue. Et puis, je pense que voilà, c'était trop au même instant. Donc ça, mais en même temps, l'histoire faisait que c'était un petit peu logique. Mais voilà, donc je pense que c'est ça qui m'a fait lui enlever un petit peu une étoile, parce que après, j'ai adoré les personnages. Si vous aimez le trope fan family, mais vous allez kiffer, parce qu'il n'y a que ça dedans. J'aurais peut-être aimé un petit peu plus de sentiments amoureux, même si je sais que c'est certainement pas ce qu'on va chercher dans l'écriture de John Gwynne. Moi, il y avait quand même des relations importantes qu'on aurait pu développer un petit peu plus dans ce sens-là, donc ça m'aurait plu, je l'admets. Même si c'est clairement pas une chose que je vais qualifier de pas bien fait ou de mal fait, parce que je pense que c'était pas du tout le but de l'auteur. Mais voilà, c'était génial en fait. C'était un monde qui était hyper riche. C'était un monde qui était pas facile à capter parce que voilà, il y a plein de mots qu'on connaît pas, il y a plein de noms qui se ressemblent, donc parfois on peut être un petit peu quand même perdu aussi dans le world building et dans l'intrigue, il faut quand même l'avoir en tête parce que on sent qu'il se passe plein de choses en fait en arrière-plan, politiquement parlant et socialement parlant, qu'on comprend pas encore extrêmement bien avec nos personnages parce que eux-mêmes en fait ne les captent pas. Et donc voilà, c'est un peu un gros fouillis, mais c'est un fouillis qui était hyper chouette, hyper bien mené, hyper intéressant, et donc je vais lire la suite avec plaisir, quoi. Si vous aimez ce genre d'ambiance un peu glacée, parce qu'on est quand même dans un univers très nordique, franchement ça peut trop vous plaire. Si vous aimez en plus tout ce qui est un peu epic fantasy, high fantasy et tout, je pense que voilà, vous allez kiffer, je vois pas comment il peut en être autrement. Surtout que il y avait vraiment ce côté on vous prend en trip avec les histoires personnelles de chacun des personnages, et donc ça forcément ça vous garde hook, enfin ça vous garde en tout cas, pardon je vais arriver avec un mot français un petit peu mieux choisi, ça vous garde intéressé dans la découverte de la suite de l'histoire. Donc franchement trop cool. J'espère que la suite va arriver en audio bientôt parce que ça a pas l'air d'être le cas, et sinon je vais être obligée de le prendre en e-book parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer.
Voilà pour toutes mes lectures du mois de janvier. Donc on va passer sur la partie un petit peu plus culturelle et étendue. Comme ça on ne perd pas de temps. Donc moi j'ai finalement 3 éléments dont je voulais vous parler. Le premier, c'est, on va partir de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai préféré. Donc le premier, c'est quand même que j'ai regardé People We Meet on Vacation, donc qui est, vous savez, l'adaptation du livre de Emily Henry. Franchement, j'y suis allée avec beaucoup d'espoir parce que j'adore Tom Blythe, qui est donc l'acteur qui joue le héros, et j'aime beaucoup aussi l'actrice parce qu'elle avait joué dans My Lady Jane et j'avais adoré cette série, et j'ai été hyper déçue. En fait, c'était vraiment la comédie romantique pour moi qui a fait plouf plouf. C'est-à-dire, je l'ai regardée, j'ai fait ok. Et je pense que 5 minutes après, j'avais déjà oublié. Parce que vraiment... Alors que pour le coup, les livres d'Emily Henry, ils ont tendance à me laisser une tension énervée et tout machin. Là, juste le film, il m'a fait ni chaud ni froid. L'héroïne principale, j'ai retrouvé en fait ce que je n'avais pas aimé dans le livre. Alors, il faut savoir que moi, j'ai pas aimé le livre, hein, voilà, je tiens à le mentionner. C'est-à-dire que dans le livre, je l'avais trouvée détestable, égocentrique. J'ai trouvé elle était auto-centrée à tel point qu'elle pouvait faire de la peine et qu'elle pouvait causer vraiment du mal à son meilleur ami sans que ça la fasse cligner des yeux. Et en fait, j'ai retrouvé ça dans le film. J'ai trouvé que c'était vraiment quelqu'un qui était genre, moi, ma vie, mes problèmes. Mais alors, le fait que tu puisses potentiellement faire du mal autour de toi, tu t'en fous. Et le coup de, je vous justifie ça parce qu'en fait, à l'école, il t'est arrivé un truc traumatisant, pour moi, ce n'était pas suffisant. Donc voilà, je sais pas, vous me direz ce que vous en avez pensé. En plus, il y avait un truc qui m'a marqué. Alors vous me direz si c'était le cas, si vous avez lu du Emily Henry. Il me semblait que l'héroïne principale dans le livre avait des rondeurs. En tout cas, il y avait un truc comme ça autour de son physique, du fait qu'elle n'était pas maigrissime, qui était un élément de l'histoire. Je sais pas pourquoi, j'ai gardé ça en tête, et quand j'ai vu l'actrice qu'ils ont choisie, je me suis quand même dit, bah là, on est quand même plutôt dans vraiment... le retour de la maigreur à fond, quoi. Et donc j'étais perturbée. Alors peut-être que c'était complètement moi et qu'en fait l'héroïne n'était pas du tout comme ça, donc vous me direz si vous l'avez lu, parce que franchement je l'ai plus en tête. Pareil, c'est le genre de livre que j'ai un peu effacé de ma mémoire parce que j'avais pas du tout aimé. Mais voilà, pour tous les fans de Emily Henry, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que du coup ça m'intéresse. Ensuite, je suis allée voir La Femme de ménage, que j'ai trouvé sympa. Alors c'est un thriller plus ou moins psychologique. Comment vous dire, moi c'est pareil, j'aime bien les thrillers. Après il faut prendre mon avis avec des pincettes parce que c'est le genre de livre le genre de film que je consomme, c'est-à-dire je vais les voir, je passe un bon moment et je passe à autre chose. Et là bah c'était ça, c'est-à-dire que j'ai passé quand même des années à ne pas me faire spoiler la fin de ce livre, La Femme de ménage de Freda McFadden, je crois. Je ne sais pas comment d'ailleurs. Et pour autant, en voyant le film, je pense que ça m'a pris un tiers du film pour comprendre ce qui allait se passer à la fin. Donc j'attendais juste de voir comment c'était fait, donc je peux pas dire que c'était une énorme surprise, mais c'était chouette. J'ai bien aimé les acteurs qui avaient été choisis, même si je trouvais que celle qui faisait de l'actrice principale, la femme de ménage en l'occurrence, on était un petit peu sur le même prisme d'émotion faciale, donc par moments je l'ai pas trouvée transcendante dans son rôle, contrairement à Amanda Seyfried, je crois, qui était là, et lui, dont je me souviens pas le nom, mais qui était absolument magnifique, hein, soit dit en passant, qui d'ailleurs, vous savez, était l'acteur que j'ai choisi pour ma représentation visuelle du livre que je suis en train d'écrire. Donc j'étais ravie de le voir à nouveau. Voilà, j'ai trouvé que les acteurs étaient chouettes, j'ai trouvé que l'histoire était sympa, j'ai trouvé que le dénouement était surprenant comme il fallait. Voilà, c'était un bon divertissement, je peux pas vous dire que ça me laissera un souvenir impérissable, mais c'était sympa. Est-ce que ça vaut le coup d'aller vraiment au cinéma spécifiquement pour le voir? Je ne suis pas sûre. Le dernier sujet, en revanche, dont je voulais vous parler, et ça c'est un sujet que j'ai adoré, c'est la série A Thousand Blows, qui est donc sur Disney+. C'est une série qui est faite par les mêmes créateurs que Peaky Blinders, et j'ai trouvé que c'était trop bien. Alors j'ai préféré la saison 1 à la saison 2, tout simplement parce que l'histoire et l'intrigue principale qui étaient dépeintes me plaisaient plus, parce que on va surtout suivre en fait un jeune homme qui vient de Jamaïque et qui va devenir par la force des choses boxeur, et c'était vraiment une histoire qui m'a pris aux tripes. Dans le 2, je trouvais que l'intrigue était moins intéressante, mais l'esthétique était toujours là, et ça fait partie des éléments qui m'ont beaucoup plu. Si vous avez aimé Peaky Blinders, faites attention, vous allez retrouver les éléments avec ce côté prise de vue, ce côté esthétique, la musique et tout qui vraiment vous rappelle cet univers-là. En revanche, sachez quand même que toute l'intrigue qui est extrêmement politique et tout dans Peaky Blinders, vous n'allez pas la retrouver dans Thousand Blows. Là, on est vraiment sur
la poursuite du destin de 3 personnages, et on est beaucoup plus orienté autour du développement comme ça de la personnalité et des aventures des personnages que sur finalement dépeindre un espèce de paysage social, économique et politique d'une époque. En tout cas moi ça a vraiment été mon sentiment. Moi ça m'a pas dérangé parce que je préfère, mais je tenais quand même à souligner. Et d'ailleurs, ce que j'ai bien aimé dans Fires and Blows, qui n'était pas le cas dans Peaky Blinders, c'est que l'un des 3 protagonistes que l'on suit, c'est une femme. Elle est à la tête d'un gang qui, pour le coup, a vraiment existé. Et ça amène cette petite touche historique et à la fois féminine qui, pour moi, manquait un peu dans Peaky Blinders, qui était quand même des mecs, et encore des mecs. Et là, c'était pas forcément le cas. Donc franchement, j'ai adoré, je vous le conseille 1000 fois. Si vous avez envie d'une série qui sort un petit peu des sentiers battus, qui va être à la fois moderne et à la fois historique, bah écoutez, ça pourrait potentiellement vous plaire. Voilà ce qui clôture ce bilan du mois de janvier. Écoutez, dites-moi vous ce qui a rythmé votre mois de janvier. Quelle a été votre meilleure lecture ou la lecture qui vous a laissé un goût amer, potentiellement les films, les séries que vous avez vues. Dites-moi tout en commentaire. J'adore vous lire, j'adore quand vous venez me parler de ce que vous avez découvert, de ce que vous êtes en train de lire, de ce que vous en pensez et tout. Je suis fan, donc lâchez-vous. En attendant, je vous souhaite de passer de merveilleuses lectures. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye!